Je crois que c'est une question très intéressante qu'Orwell, parce que vous le savez, Orwell est une icône intouchable, qu'il n'a pas toujours été d'ailleurs, mais qu'il est depuis quelques décennies. C'est un journaliste, essayiste, romancier. Il va de soi que je ne me prononcerai pas d'ailleurs sur les qualités littéraires d'Orwell, hein, ça n'est pas ce qui est en cause ici. Et vous savez que c'est devenu, au fil des décennies, une sorte de héros anti-stalinien. On peut dire que c'est un héros de l'Occident collectif. Et c'est un héros qui fait l'unanimité entre, je dirais, la droite, toute catégorie confondue, l'extrême aussi, et ce qu'on appelle la gauche, ce qu'il faut appeler de manière factuelle, hein, je ne donne pas dans la polémique, ce qu'il faut appeler la gauche anticommuniste. Bon, qui, quand elle est à l'extrême gauche, se qualifie d'anti-stalinienne, mais dont un examen attentif des écrits et des interventions montre qu'il s'agit finalement d'un anticommunisme assez banal. Alors, quand vous vous attaquez à une icône aussi uniformément honorée, vous êtes évidemment en difficulté à ceci près qu'un certain nombre d'historiens se sont attaqués à l'affaire et se sont attaqués avec des sources et avec ce qui constitue un élément majeur de la compréhension de l'environnement d'un auteur, parce que vous me direz, qu'est-ce qu'une historienne intervient sur quelqu'un qui, somme toute, est un romancier. Mais c'est un romancier d'un type particulier, puisque c'est un instrument d'histoire extraordinaire, déjà dans l'entre-deux-guerres, encore plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, et encore plus, bien entendu, après la guerre, et en particulier par les deux ouvrages dont tout le monde a entendu parler. Il serait difficile de ne pas en avoir entendu parler, c'est-à-dire La ferme des animaux, Animal Farm, et 1984, pas besoin de dire en anglais. Bon, donc ça, si vous voulez, ces parutions de 1945 et 1949 sont des brûlots politiques exploités comme tels, et par conséquent, tout ceci et bien d'autres choses ont fait que c'est un objet d'intérêt extraordinaire pour les historiens. Et ce héros, connu notamment pour son rôle héroïque en Espagne républicaine, vous savez même que c'est finalement de ses écrits de hommage à la Catalogne que l'excellent metteur en scène britannique Ken Loach, mieux inspiré parfois, a tiré un ouvrage sur la guerre d'Espagne, et qui a encore redonné en 1995 beaucoup d'aura à Orwell. C'est quelqu'un qui a joué un rôle politique pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a été, entre autres, porte-parole culturel pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire la fine fleur de l'Empire britannique. Il a eu un contrat à la BBC et par conséquent a été un propagandiste pendant la guerre, et puis qui est devenu une personne particulièrement connue compte tenu de ses activités de 1945 à sa mort précoce à moins de 47 ans, puisqu'il est mort en janvier 1950 à cet âge vraiment précoce. Il était de très mauvaise santé. Et qu'est-ce qui lui a donné alors? C'est vrai qu'il a une activité continue, enfin, il présente un intérêt continu pour nos grands moyens d'information. Alors, Le Monde est très très intéressant, qui est en quelque sorte, vous le savez, le porte-parole de ce qu'on appellerait la gauche centriste ou le centre, et qui, depuis 1949 seulement,
a consacré, si vous êtes abonné, si vous avez, c'est un avantage, il faut bien le reconnaître, de l'abonnement numérique, si vous avez les archives. Moi, j'ai Le Monde parce qu'il y a des archives qui sont extrêmement intéressantes. Comme je suis contemporanéiste et que j'aime autant regarder Le Monde sur les analyses d'actualité que j'aimais regarder Le Temps pendant l'entre-deux-guerres. Et par conséquent, Le Monde a consacré 23 pages d'archives, et 23 pages avec à chaque fois 8-10 cotes, depuis 1949, pas avant. On a découvert ces qualités extraordinaires à la sortie de 1984, pas avant. Et si vous regardez une période récente, vous serez très frappé par, là encore, l'extraordinaire actualité d'Orwell qu'on vous sort absolument à toutes les sources. Et pour l'intérêt duquel un événement a eu une grande importance, et c'est par ça que je vais commencer, parce que c'est aussi quelque chose qui a dû vous mobiliser. Il y a parmi vous des lecteurs du Monde diplomatique. Par conséquent, il n'y a pas très longtemps, ils ont entendu parler du dossier. Je vous ai apporté ce qui a relancé l'intérêt considérable pour Orwell. Et là, je vais un peu violer la chronologie, ce qui n'est pas à mon habitude, puisque le 11 juillet 1996, un journal de la gauche, très gauche, mais très anticommuniste, The Guardian, a réservé à ses lecteurs une information d'importance, c'est-à-dire a expliqué que, en mars 1949, George Orwell, journaliste romancier, avait rencontré une jeune femme employée d'une institution relativement récente de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Information Research Department, le département d'information, de recherche d'information, qui était un service, alors évidemment, c'est la recherche historique qui nous a éclairé tout ça, qui était un service destiné au secret total, fondé par le Foreign Office, notamment à l'époque de sa détention par un militant du Labour qui s'était caractérisé par un anticommunisme constant avant qu'il ne fût même anti-stalinien, c'est-à-dire qui avait été responsable syndical d'un des plus gros syndicats britanniques du Trade Union Congress, et qui, la Grande-Bretagne étant un pays un peu particulier, où le communisme a été très faible, mais où le mouvement ouvrier a été pas si faible que ça, et dont une partie du mouvement ouvrier a été extrêmement combatif, et il faut bien le dire d'ailleurs, dont un certain nombre de chefs ont été communistes aussi, qui ont été des battants, en particulier toute une série de militants d'origine galloise ou irlandaise. Et il a rencontré Ernest Bevin, ce qu'il a considéré comme une telle concurrence insupportable dans les syndicats, qu'il a passé sa vie à combattre le syndicalisme combatif. Ce qui lui a valu, en 1945, dans l'énorme victoire électorale du Labour, en pleine session internationale, hein, puisqu'on a changé de gouvernement juste avant la réunion de la conférence tripartite de Potsdam. Et donc Bevin est devenu secrétaire du Foreign Office. Alors je vous dis quand même, la recherche historique nous a éclairé, que le Labour soit là ou pas, l'appareil d'État britannique n'a absolument pas changé d'un iota. Bon, mais ce sont les mêmes, qu'avant-guerre, pendant la guerre. Et donc Bevin, qui en quelque sorte vient
fouetter ou donner une sorte de caution de gauche à l'anticommunisme bien connu du Foreign Office, à l'avant-garde de la lutte anti-bolchevique depuis les origines. Bevin, sur les instances, avec tout son appareil, hein, sur les instances des services secrets américains, dont une récente mouture vient d'être constituée, puisqu'on est en janvier 48, en juillet 1947, la centrale de renseignement définitive à cette date vient d'être constituée, succédant à l'Office of Strategic Services de 1941, supprimé à la fin de la guerre, et qui a connu diverses moutures avant que la CIA ne fût constituée. Donc la CIA insiste beaucoup, c'est une dimension, je vous donnerai quelques indications, mais je suis absolument désolée, je ne vais pouvoir vous donner d'indications qu'étrangères, parce que si vous connaissez Orwell, si vous avez la chance de lire ses œuvres, toutes ses œuvres en français, eh ben, vous ne connaissez pas les historiens qui ont travaillé sur Orwell. Parce que eux, ce qu'ils ont écrit est protégé des curiosités malsaines par le refus systématique de la traduction. Je vous donne un exemple d'ailleurs, une biographie tout à fait hagiographique d'Orwell, c'est vraiment son biographe, enfin il est là tout le temps, il est là quand on fait des découvertes fâcheuses, etc. Un politiste qui s'appelle Bernard Crick a fait en 1982 une biographie d'Orwell. En 84, elle était traduite en français, au Seuil. Rien n'est traduit de ce qui a été généré par deux occasions. C'est-à-dire, d'une part, ce fameux document de 1996, dont je vais parler plus avant, et puis ce qu'on ignore, et qui finalement apparente d'ailleurs beaucoup les cas de la Grande-Bretagne et de la France, le fait que les archives des services s'ouvrent un tout petit peu à partir de la fin des années 1990. Et notamment les archives du MI5, c'est-à-dire du service intérieur, l'équivalent de notre... de nos renseignements généraux de la Sûreté nationale, tandis que le service international, équivalent de la CIA, c'est le MI6, qui s'intéresse évidemment aussi à la chose. Mais là, c'est vraiment la création du MI5, étroitement lié, et du MI6, le tout étroitement lié au Foreign Office, qui fait que, en janvier 1948, on crée une institution avec Bevin, avec tout l'appareil du Foreign Office, on crée une institution dont l'objectif sera de faire une propagande continue, non seulement d'ailleurs au Royaume-Uni, mais dans l'Empire à préserver. Vous voyez comme il peut être préservé d'ailleurs sous l'égide de la CIA, mais ça ne fait rien, on le fait quand même. Et c'est dans ce cadre que Orwell, très malade, en phase terminale de tuberculose, voit une jeune femme qui s'appelle Celia Kirwan, qui est la belle-sœur d'Arthur Koestler, une autre idole, lui aussi beaucoup de recherches historiques. Il la voit, il la connaît d'ailleurs, il fréquente Koestler au minimum depuis 1940 et peut-être même avant, je ne sais pas, par exemple, ça a pu être possible en Espagne, mais en tout cas depuis 1940, ils se fréquentent beaucoup. Et par exemple, Orwell connaît Celia Kirwan depuis le début de 1945, il lui a même demandé sa main, parce qu'il demande la main à plein de dames à partir de la mort de sa première femme, c'est en 1945.
Bon, alors, elle vient le voir sur son lit d'hôpital. Elle sait son intérêt pour les subversifs. Et elle lui dit, voilà, j'ai un document. Alors, je ne vous ai pas dit, je ne peux pas, vous voyez, c'est une boîte de Pandore, hein. C'est-à-dire que elle travaille, elle a été embauchée récemment à l'IRD. Elle travaille sous l'égide de Robert Conquest. Ceux qui s'intéressent le plus à la présumée famine génocidaire d'Ukraine connaissent Robert Conquest, puisque c'est un historien qui est passé de l'Angleterre, c'est un Anglais qui est passé des services anglais aux services américains et qui est je dirais, le grand révélateur depuis les années 60 de cette famine génocidaire que les bolcheviks auraient imposée à la malheureuse Ukraine. Et donc, travaillant sous la direction de Conquest, qui a passé sa vie, je dirais, à la croisade anticommuniste, elle lui dit, voilà, on a une liste, ce serait bien qu'on puisse compléter la liste des FT, des Fellow Travelers, des compagnons de route du Parti communiste et autres subversifs dangereux, voilà. Et ça se passerait bien, lui dit, commandons, et puis j'ai plein de choses à vous dire, et puis on peut se revoir pour que je vous donne d'autres informations, voilà. Et lui tend une liste de 105 noms. Et puis elle lui demande des commentaires sur les 105 noms. Et puis il en trouve même près de 40 autres, plus les commentaires qu'il fait, et ça donne une mixture qui est découverte en 1996. Alors ça vous donne, je vais vous le passer, un moment où le monde, à peine, hein, a été un petit peu, à peine gêné vraiment, via Nicolas Veil, le 13 juillet 1996, très attentif toujours à Orwell, publie un article qui s'appelle « Quand Orwell dénonçait au Foreign Office les crypto-communistes ». Alors, vous y avez là ce que je vais vous montrer rapidement, c'est-à-dire, au fond, les étapes de la compétence anti-stalinienne d'Orwell. Hein, voilà, on savait que l'itinéraire l'avait éloigné d'un mouvement communiste auquel il n'a jamais appartenu, hein, dont il avait vu à l'œuvre les méthodes pendant la guerre d'Espagne. Oh, l'horreur, on va en dire deux mots. Et puis voilà, là il nous parle de tout ce qui a été publié depuis 1945, et puis voilà. Mais la surprise que vient de créer un dossier tout récemment déclassifié de l'IRD, organisme spécialisé dans la lutte discrète contre la propagande. Il n'a pas dit discret, ça c'est moi. L'un des dossiers, voilà, fait état de la visite de Corwan, tout ça. Bien, et puis je ne vous raconte pas le pataquès que ça a fait en Grande-Bretagne. Mais ces gens se sont très vite récupérés. Alors, quand même, en 1996, il y a eu un moment difficile. Mais il a été très très vite surmonté, parce que, vous savez, ça m'a fait penser, moi qui connais un peu la Deuxième Guerre mondiale, aux gens qui avaient dénoncé des Juifs et puis qui disaient après, oui, mais il est revenu. C'est un peu ça. Oh, mais c'est pas si grave. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'il a donné de plus, puisque ma foi, on savait déjà plein de choses. Par exemple, Priestley, vous chercherez Priestley, qui est un intellectuel qui a eu un rôle énorme en Angleterre. Il était qualifié de tellement lié au Parti communiste que il était sûrement lié, ça c'est par Orwell, il était très certainement lié sur le plan structurel, il appartenait au parti, etc. Bon, alors il y a Paul Robeson, que beaucoup de gens connaissent ici, c'est-à-dire un extraordinaire chanteur qui a bousillé sa carrière parce qu'il avait la faiblesse
de penser que le communisme pouvait changer la vie des gens, et notamment d'ailleurs des colonisés. Et donc, tout le monde y passait, Robson qui aimait pas les Blancs, c'est une liste, vous avez 135 noms. Elle est publiée, elle est archivée, et l'idole est même tellement aimée que, à la suite de cette affaire, finalement, la droite extrême, dite centriste, éventuellement dite républicaine, s'est jointe à la gauche pour nous dire que tout ça n'était pas grave et que c'était même très bien. Ah oui, alors, j'ai oublié, il y avait aussi les remarques homosexuelles, anti-homosexuelles. Ah, celui-là, il est un peu homosexuel. Il y avait donc les remarques racistes qui vont nous amener à l'histoire d'Orwell. Voilà. Mais comme a dit le biographe, comme on dit, regardez la presse, lisez Libération, enfin lisez toute la presse, hein. Vous pourriez passer votre année sur Orwell, tellement Orwell a d'écho en France, hein. Et puis, je vais vous donner un exemple de ce consensus. Là encore, avec mes excuses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en anglais. En particulier, après 1996, et étant devenu depuis très longtemps idole de la droite, eh bien, Orwell et notamment la liste font l'objet de l'intérêt de quelqu'un qui s'appelle Timothy Garton Arsh, pardon, A-R-S-H, A-S-H, qui est un géopoliticien, journaliste, politiste, atlantiste et européen à un degré extraordinaire, puisqu'il a notamment gagné le prix Charlemagne. Alors, c'est pas en anglais, allez chercher une liste du prix Charlemagne depuis 1950. Vous noterez notamment que un héros de l'historiographie européenne, c'est-à-dire notre président, premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, l'a eu. Bon, donc vous regarderez la liste, c'est tout à fait intéressant. Et lui, il l'a eu, d'ailleurs comme Volodymyr Zelensky récemment, 1923, pardon, en 2023, excusez-moi. Et lui, il dit, voilà, la copie complète de la liste crypto-communiste, eh ben voilà, elle est complète. Donc on a la liste. Mais la liste, je ne crois pas qu'elle soit reproduite en français. La liste, elle est en anglais. Donc vous alliez regarder la liste avec ce qui est dit. Et qui n'est pas à l'honneur d'un militant qui dénonçait le grand Big Brother, le grand frère qui écrabouillait tout un chacun dans le peuple soviétique et qui risquait évidemment d'en faire autant ailleurs. Alors ça, je vais laisser tomber la droite, bien qu'elle soit vraiment à la pointe de la croisade aussi. Et puis, je vais vous dire un mot de l'extrême gauche, parce que c'est tout de même intéressant. C'est-à-dire, je dois dire que c'est avec un certain étonnement, bien que connaissant les tendances politiques dominantes du monde diplomatique, que j'ai lu en juillet 2019 dans le monde diplomatique une page de publicité gratuite pour un éditeur que vous connaissez peut-être, si vous lisez Orwell, vous avez des chances de le connaître, c'est-à-dire l'éditeur Dagon, qui passe pour une édition d'extrême gauche. Thierry Disquepolo, mais tout ça c'est sur le net, hein, donc vous allez regarder ça. J'ai eu évidemment une réaction assez vive, d'abord parce que je m'étonnais qu'un éditeur fût en mesure
d'avoir une page de publicité gratuite passant pour une page de publicité éditoriale. Et c'était un thème extrêmement intéressant puisqu'il s'agissait d'une analyse en quelque sorte d'une mal-donne. Ça s'appelait l'art de détourner, c'est un lapsus, l'art de détourner George Orwell. Et qu'est-ce qu'il y disait? Il y disait, il est terriblement éprouvant de constater qu'il est devenu l'idole des néocons, des néoconservateurs, dont vous savez peut-être que la génération de l'époque Bush est constituée des fils, je trouve que c'est des messieurs, est constituée des fils de la génération trotskiste, très anti-stalinienne, très anticommuniste, dite anti-stalinienne, qui a incarné en bonne place la chasse aux sorcières dans les années 40-50. Et donc, voilà ce qu'il dit, c'est honteux. C'est-à-dire qu'ils sont appropriés Orwell, ce qui est vraiment dégoûtant, parce que c'est un homme de gauche, combattant dans les rangs du POUM, du Parti ouvrier d'unité marxiste de Barcelone, pendant la guerre d'Espagne, indûment annexé donc par les néoconservateurs, lui qui n'avait jamais soutenu les Tories, même pour lutter contre le stalinisme. Et alors, vous découvriez, si vous ne le saviez pas avant, que Discepolo s'était fait une spécialité depuis 1999 de publier tout ce qui est possible sur Orwell. Et puis tous les ans. Hein. Il y en a en 99, il y en a de 2001 à 2008, il y en a en 2009, il y en a en 2012, il y en a en 2014, il y en a en 2021. La publication d'une page sur le Monde diplomatique de juillet 2019 annonçant une nouvelle édition de 1984 qui a été publiée non pas en 2020 comme prévu mais en 2021. Puis vous m'excuserez, je n'ai pas cherché après 2021, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il est possible qu'il y en ait encore. Et moi j'ai répondu à cette... connaissant le dossier historique que je vais vous livrer après, j'ai répondu en disant que j'étais quand même extrêmement surprise parce que M. Discepolo avait une vision hagiographique d'Orwell qui changerait, disais-je, sûr de sa bonne foi, s'il lisait les ouvrages qui ont été publiés depuis 1995 même. Et surtout 1998-99. Il faut croire que non, parce que, ça je le raconte pour l'anecdote, hein, vous verrez, ça a provoqué chez Discepolo un véritable bouleversement, et il a mis 1 an à répondre à mon petit courrier des lecteurs, qui avait d'ailleurs été censuré par le Monde Diplo, mais dont il restait quelques éléments bibliographiques. Alors, vous avez tout ça aussi sur le net. Hein. Vous avez Discepolo en juillet, vous avez ma réponse qui a dû être publiée en septembre ou en octobre suivant. Voilà. Et je me suis... Et vous voyez, j'ai noté notamment que Agon, qui n'avait que le choix pour faire traduire des livres, ceux dont je vais vous parler, n'en a traduit qu'un. Je vous l'indique. John Huizinga, ça s'appelle La politique selon Orwell, parce qu'il l'a traduit en 2006, je crois. Vous voyez, une seule œuvre. C'est la seule œuvre récente, enfin, considérée comme historique. C'est une œuvre, j'y insiste, j'ai vérifié, hein, c'est une œuvre qui ne comporte aucune source d'archives. Aucune, mais absolument hagiographique. Aussi hagiographique, alors lui, il explique
avec sa politique selon Orwell, je ne sais plus, c'est quelques années après, ça doit être 2001 l'exemplaire. Il explique que finalement, c'est pas le document de 96 n'est pas du tout préoccupant, parce que c'est un peu, si vous voulez, comme si aujourd'hui on dénonçait des terroristes islamistes. Hein? Alors, après tout, il faisait œuvre utile et salubre et civique. Bien, on en est là quand même. Hein? Bon, et je dis juste pour l'anecdote, vous verrez comment M. Discepolo a réagi, manifestement obligé de faire lire quelques-uns des ouvrages par deux de ses amis. Il a répondu, mais il n'a pas répondu. Parce que, et c'est le deuxième problème qu'il faut aborder, la bibliographie anglophone a assassiné Orwell. Comment elle l'a assassiné? Eh bien, je dirais par des gens qui ne sont pas forcément du tout des ennemis de l'Occident. Pas du tout. Qui sont même volontiers anticommunistes. Mais vous voyez, il y a des historiens qui aiment les sources, ça se fait beaucoup dans les milieux anglophones et allemands, si ça ne se fait pas beaucoup en France, où c'est très malvenu. Mais je donnerais, si c'est possible, les personnes qui s'occupent du café marxiste me diront si c'est possible, je vous donnerai une bibliographie, excusez-moi, hein, on attend le traducteur, hein, une bibliographie qui est, je dirais, époustouflante. Hein. Je la cite pour mémoire. Il y a un ouvrage essentiel en 98 de deux historiens et journalistes qui s'appellent Lashmar et Oliver. 98, si on traduisait, ça s'appelle « La guerre de propagande secrète de la Grande-Bretagne ». C'est une étude de l'IRD. Effrayant. Accablant sur les rapports d'Orwell avec Celia Kerwan. Il y a le livre dont je vous parle à toute occasion, c'est-à-dire Franz Saunders, avec son histoire de la guerre culturelle américaine, qui s'appelle, dans sa version américaine, la guerre culturelle de guerre froide, la guerre froide culturelle, pardon, la CIA et le monde des arts et lettres. 99. Ça, c'est le livre. C'est vraiment le livre qui a été publié en français, qu'on peut se procurer sur le net, je ne devrais pas le dire, mais bon, mais vous le savez, qui, si on doit se le procurer sur papier, est monté ces dernières années jusqu'à 800 € l'exemplaire. Hein? Il n'est pas trop cher en anglais, hein, mais il faut, voilà, pour les non-anglophones, il faut une formation accélérée. Ben ça, c'est un bijou. En plus, c'est drôle. Vous savez, c'est une aristocrate, d'ailleurs, à mon avis, ça a aidé beaucoup. Très bon chic, bon genre, et comme elle est très bon chic, bon genre, elle a pu interviewer tous les dirigeants de la CIA possibles et imaginables, qui, une fois à la retraite, comme les généraux et les diplomates, vous voyez, on raconte beaucoup plus, évidemment, que quand ils sont en activité. C'est drôle et c'est horrible. Bien. Depuis, je dois vous dire avec beaucoup de regret que cette politiste, elle fait des bouquins très divers, elle ne fait plus d'histoire. C'est désespérant, d'autant qu'elle a fait encore une tentative en 2015, dont je vais vous parler, parce qu'on comparera le Orwell de guerre à l'Hobsbawm de guerre. C'est le grand historien Eric Hobsbawm, qui lui, incontestablement, est un grand historien. Donc, elle raconte tout. Elle raconte Orwell, elle raconte son copain Arthur Koestler. C'est horrible. C'est-à-dire que, enfin, c'est horrible, ou c'est très bien. Hein, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui, passant pour des hommes de gauche, sont dans la main. Alors vous me direz évidemment, pour Orwell, ça s'est terminé assez tôt, puisque
il est mort en janvier 50, mais Kessler, lui, est mort en 83, c'était un agent de la CIA pur et simple. Hein. Voilà, je vais vous dire, c'est même un agent tellement spectaculaire que vous le trouvez souvent cité dans les fonds de police et dans les fonds diplomatiques. C'est un des fondateurs, pour renouer avec Saunders, c'est un des fondateurs du CCF, du Committee for Cultural Freedom, de 1949, définitivement établi en 1950, et dont on ne peut même pas imaginer l'efficacité, l'ampleur de la contribution à l'appareil de propagande, de conquête des élites intellectuelles, non seulement occidentales, mais au-delà du rideau de fer, parce que ça a été un élément très très important de la conquête de ce monde abominable, écrasé par Big Brother à partir de 1945, puisque avant 1945, comme chacun sait, l'Europe centrale et orientale vivait un paradis démocratique. Et donc, depuis le début du XXIe siècle, c'est un flot continu d'ouvrages sur l'IRD, sur le rôle d'Orwell, sur le rôle de son camarade Kessler. Je vais vous en citer, alors il y en a un qui est très drôle, si je puis dire, d'un historien de grand talent que personne ne connaît ici, il n'a jamais été traduit, qui s'appelle Richard Aldrich, A-L-D-R-I-C-H. Alors, parmi ces très nombreux ouvrages et articles, il y en a un que je vous recommande qui s'appelle La main cachée, The Hidden Hand. La Grande-Bretagne, l'Amérique et le renseignement, les services secrets de guerre froide 2001. Mais il y en a une tripotée. Et puis un autre que ceux qui lisent l'anglais doivent absolument lire, assez récent, qui a 11 ans, qui est le livre de James Smith, S-M-I-T-H, qui s'appelle, alors là, c'est tout à fait clair comme titre, les écrivains britanniques et la surveillance du MI5. Les écrivains britanniques et le RG britannique. Une petite merveille. Il y a un chapitre 4 sur Orwell et Kessler, dont une bonne âme ferait bien d'assurer la traduction pour que tout le monde en profite. D'ailleurs, je pense que le livre entier mérite traduction. Et puis, je vous passe le reste parce que j'y insiste. Pro-occidentaux ou pas pro-occidentaux, ces intellectuels laissent tout de même entendre que la collaboration avec les services secrets, pour des gens qui passent leur temps à dénoncer l'Union soviétique, ses services secrets, son grand frère et tout le reste, c'est quand même un petit peu gênant, puisque le comité pour la liberté culturelle était censé promouvoir un intellect délivré de toute pression. Comme a dit Saunders, si vous dériviez une fois, c'était fini des financements. Et quel financement! Bon, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses qui est absolument tabou en France, et que je ne vais pas chercher simplement parce que j'ai mauvais esprit, mais parce que quand quelqu'un se réclame de la liberté, le minimum qu'un historien puisse faire, c'est de savoir quand même si ces pratiques ont correspondu à ces prescriptions. Alors, on va dresser un petit portrait d'Orwell, voilà, rapide quand même, en montrant que Orwell, on peut le saisir même par sa littérature, bien que, j'y insiste, je ne me prononce pas sur ses qualités littéraires, qui n'ont pas été reconnues pendant très longtemps, il faut quand même le dire. Bien. C'est un personnage intéressant parce que, vous voyez, on nous a expliqué que c'est un homme de gauche, anti-impérialiste même. Bien. Alors, il est né au Bengale. Bon, c'est pas de sa faute, vous me direz, c'est-à-dire dans l'Empire, d'un fonctionnaire de l'Empire. Bon,
je vous passe sa biographie, tout de même heurté, parce que la maman le ramène à moins d'1 an en Angleterre, séparé du père. Et puis, il est tellement anti-impérialiste, ce jeune homme. Alors, une mère qui, comme le père d'ailleurs, viennent d'une famille dont toute la richesse ancienne a été tissée par l'Empire. Vous voyez, c'est très mode en ce moment, il faut bien dire que ça correspond à un substrat solide. C'est que finalement, l'origine de la richesse de nos pays, une des origines de la richesse des capitalistes de nos pays, hein, c'est évidemment d'avoir fait suer le burnou intérieur, mais c'est quand même d'avoir beaucoup fait suer le burnou de l'Empire. Hein. Et donc, la mère et le père sont voilà, d'une famille de militaires, d'entrepreneurs. Bon, alors, la mère a conservé de la lumière passée une vision très pessimiste et très méprisante de la société. Enfin, je vous passe. Elle rêvait le meilleur pour son fils, qui finit jeune élève et assez brillant au début par avoir, j'allais dire, le pourboire des pauvres à Eton. Vous savez, le public school, qui est aussi public que Stanislas, c'est-à-dire l'école privée Eton, le sommet des écoles privées, parce qu'il a une bourse secondaire. Bon, mais il devient un mauvais élève, il ne peut pas faire d'études, donc ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'études, sont très braves gens, hein, mais vous savez que l'évolution, sans jouer au psychologue, évidemment, l'histoire des gens, elle compte hein, dans les décisions qu'ils prennent. Et donc, ça va conduire, d'ailleurs, c'est un des éléments qui conduisent Orwell, je dirais, à une fin prématurée, c'est qu'il a vécu une vie, au départ, tellement difficile que voilà, sa santé s'est dégradée. Tellement difficile, mais très, très impériale. C'est-à-dire que ne faisant pas d'études, en 1922, il s'embauche, je vous le donne en mille, comme sergent en Birmanie, agent de police en Birmanie. La Birmanie étant, vous le savez, à l'époque rattachée à l'Inde, qui est elle-même une partie essentielle, évidemment, de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc, il fait le flic quand même pendant 5 ans. Et alors, lisez, je ne vais pas vous donner la liste, vous la trouverez n'importe où, mais lisez ses écrits de l'époque. C'est-à-dire que tout observateur un peu objectif sur Orwell remarque les 2 caractéristiques qui vont le marquer, je dirais, jusqu'à son décès. D'abord, en fait, un racisme profond. Un descriptif de ces hommes à face jaune qui s'agitent et qui lui rendent le boulot impossible, et les femmes aussi, qui sont grosso modo, qui sont des esclaves ou des putains. C'est le cas d'ailleurs dans 1984. Donc, et en fait, une haine des pauvres. C'est un peu l'histoire des bas-fonds. Dire que Orwell est un homme qui a pris contact avec la classe ouvrière ou apprécié la classe ouvrière, c'est procéder à un mensonge caractéristique. C'est peut-être quelqu'un qui décrit le lumpen et méprise le lumpen. C'est pas du tout un observateur de la classe ouvrière. Parmi les observateurs de la classe ouvrière, je vous signale, pour prendre des un peu anciens, on ne pouvait pas comparer le rôle d'observation de la classe ouvrière qu'a pris le jeune Engels à l'âge de 25 ans quand il a fait son bouquin La situation de la classe laborieuse anglaise, et le descriptif des ouvriers du nord de l'Angleterre auquel il se livre quand revenu
au bout de 5 ans de Birmanie, il se réinstalle en Angleterre, puis en France, 27 en Angleterre, en France à partir de 1928, jusqu'au début des années, enfin, pour peu de temps parce que c'est un échec en France. Et qui il fréquente? Il fréquente, je dirais, pratiquement les bas-fonds, ce que Marx et Engels appellent le lumpen. Et alors on me dira que quand même dans son étude de l'Angleterre du Nord, parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle Une balade entre Londres et Paris, il est descendu 3 fois dans une mine. Vous voyez, même Zola, il a fait nettement mieux, comme en matière de documentation, et personne ne prétend que Zola ait été une sorte de parangon de la classe ouvrière de la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, en fait, une bonne analyse, c'est pourquoi je vous dis, il faut le lire. Il faut voir en quoi il pouvait séduire, c'est-à-dire en quoi sa pensée est au sens propre du terme une pensée réactionnaire. Le peuple le dégoûte. C'est un peuple de crétins. Alors ceux qui ne seront pas d'accord et qui auront lu me diront, bon ben là vous avez eu tort, mais je vous assure quand même que je suis assez sûr de mon fait. Anti-impérialiste, l'admirateur de Kipling qui traite Gandhi de crétin et Nehru d'âne. Bon, je suis pas, on peut ne pas apprécier le mouvement national indien, mais enfin, vous voyez, là, c'est en des termes qui n'ont rien à voir avec une analyse sérieuse et objective. Et donc, cet homme qui n'a jamais rencontré le prolétariat, mais quand il était à Paris, c'est vrai d'ailleurs, le MI5 le suivait, le MI5 suit tout le monde. Le MI5 a remarqué qu'il sortait par exemple d'un bureau de l'humanité, ce qu'il est bien fait, le flicage. Mais c'est très vite aperçu que, vous voyez, il n'était pas très dangereux finalement. Ça, c'est dans le bouquin de Smith, le chapitre 4 du livre de Smith sur les écrivains britanniques est vraiment extraordinaire de précision. Et donc, voilà, il commence à avoir... Alors, longtemps, il n'a aucun succès. Alors, il est pauvre, il commence à avoir des maladies pulmonaires, voilà, ce qui lui vaudra une tuberculose qui va le faire mourir. Mais défenseur du prolétariat qui méprise les foules ignorantes, on peut pas vraiment dire... Et d'ailleurs, que confirme son bouquin, un autre bouquin très connu qui s'appelle Le Quai de Wigan, The Road to Wigan Pier, de 1937, tout ça ne pose pas du tout en progressiste, pas du tout. Bref, c'est un moralisateur anticommuniste, il faut bien le dire d'ailleurs, anti-Labour, parce qu'il est anti-Labour. Bien entendu, le Labour, c'est quand même nettement mieux que les communistes, mais il est très méprisant pour le Parti travailliste, dont il pense par exemple pendant la guerre, et encore à quelques semaines des élections de ce qu'on appelle le landslide, vraiment le déluge électoral britannique, il pense encore que le Labour ne veut pas le pouvoir, est incapable d'exercer. Alors, il ne le veut pas, d'abord il ne l'a pas, il ne l'aura jamais, mais aller aux affaires, il aime bien quand même, comme le montrera la situation, comme l'a montré la situation d'avant-guerre dans les années 20 et 30, et comme le montrera la situation d'après-guerre après les élections de l'été 1945. Bon, il n'aime pas la classe ouvrière, il ne la connaît pas. Il méprise le Labour, mais il a une... Vous voyez, quand on est un peu contre tout, ou qu'on a l'air contre tout, on a une réputation quand même d'anticonformiste. Bien. Sur quoi on va passer, parce que je suis obligé évidemment de sauter vite, je n'ai prévu que 3 grandes étapes, à la guerre d'Espagne. Alors là, le héros. Le héros dont il faut se rappeler tout de même que son odyssée dure peu.
C'est-à-dire qu'il arrive en Espagne, les progressistes, les communistes s'en méfient comme de la peste parce qu'il est connu, le chef du Parti communiste ne veut absolument pas que ce type aille dans les brigades internationales parce que il sait que ça ne facilitera pas la lutte contre Franco, puisqu'il paraît qu'il faut faire la révolution avant de vaincre les colonnes franquistes et l'aviation allemande. Et par conséquent, grosso modo, il est allé en Espagne, passant une grosse partie de son temps à Barcelone, de janvier à la mi-juin 1937. Et il faut que vous le sachiez, que vous vérifiez vous-même, le récit qu'il fait de la guerre d'Espagne est un récit, voire aussi ses biographies, sur lequel d'ailleurs se sont appuyés non seulement les biographes, mais d'autres turiféraires d'Orwell. C'est un récit qui n'est fondé que sur son ouvrage consécutif, c'est-à-dire Hommage à la Catalogne de 1938, où il dresse un portrait apocalyptique, évidemment, des abominables staliniens qui ravagent l'Espagne. Et alors que le Parti communiste britannique se méfie de lui comme de la peste, en fait, il est envoyé en Espagne par l'Independent Labour Party, c'est-à-dire par les trotskistes déclarés. Sa femme, sa récente femme, il s'est marié en 1936, est aussi trotskiste que lui. Ils s'en vont tous les deux. À un certain moment, d'ailleurs, il ne bouge plus parce qu'il veut rester avec sa jeune femme. Enfin bref, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a soutenu le POUM. Alors je sais, c'est un dossier terrible, le POUM. Hein, parce que vous savez bien que le POUM, c'est le héros. Alors c'est quand même le POUM qui explique au printemps 1937 que ces traîtres de républicains soutenus par ces abominables soviétiques refusent la révolution alors que les colonnes de Franco se baladent dans la zone autour. Hein. C'est quand même drôle. Alors vous me direz, ça s'est fait beaucoup. Mais rien ne documente évidemment la possibilité effective de la réalisation d'une révolution en période de guerre extérieure, puisque je vous rappelle quand même que l'Espagne est soumise beaucoup moins à une guerre civile qu'à une vraie guerre, et une guerre qui a été menée grâce à l'appui militaire de l'Allemagne et à l'appui de l'Italie, appui moins efficace, mais enfin appui globalement très efficace. Et ce, je le rappelle, j'en ai traité dans le choix de la défaite, avec l'appui total, de fait, des puissances occidentales, hein, qui redoutaient que l'Espagne n'eut l'audace de mettre la main un de ces jours sur ses ressources qui appartenaient à l'étranger. À cet égard, d'ailleurs, l'Espagne ressemble énormément à la Russie de 1917. Donc, je rentre pas dans les détails, mais je dois juste vous dire une chose. Le chef du POUM est un flic. C'est incontestablement un flic. C'est-à-dire Andrés Nin, la grande idole. Pourquoi c'est un flic ? Parce qu'on a des archives militaires et des archives policières qui le montrent. Je les ai étudiées, j'en ai rendu compte dans un gros article, enfin non, pas très gros d'ailleurs, dans un article, il est même anormalement court, je vous donne les références. Dans un article qui a été publié dans le numéro 72 de Droit, DROITS, qui porte le titre suivant, à propos d'un dossier sur l'Espagne rouge et noire paru dans La Raison de juin 2021, et qui était
un cri d'indignation contre les staliniens qui ont planté leur couteau dans le dos de l'Espagne. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, comme le montrent les archives allemandes, françaises et autres sur la guerre d'Espagne. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le POUM s'est constitué en unité particulièrement efficace de ce que von Reichenau, le grand spécialiste des blindés et spécialiste de l'attaque de l'Union soviétique, qui a fait, si j'ose dire, la guerre d'Espagne, qui a analysé la guerre d'Espagne, qui a montré à quel point la guerre d'Espagne ouvrait à l'Allemagne la perspective d'une victoire de guerre et d'une conquête des empires français et britanniques, dans un rapport de 1938 ou 1939, je connais la traduction, je ne connais pas la date exacte, c'est postérieur à l'Anschluss, c'est sûr, et dans ce rapport, il explique il était beaucoup plus avantageux pour nous, évidemment, d'utiliser du personnel vernaculaire, du personnel espagnol pour aller infiltrer les unités républicaines, effectivement, que d'y envoyer des Allemands, dont l'accent aurait tout de même surpris, puisque c'était pas, évidemment, c'était pas des militants des brigades internationales. Il y a eu des Allemands, vous savez, mais c'était pas les bons. Et donc on le sait, pourquoi on le sait? On sait que Nin, qui a été un militant au début, qui au début des années 20 est allé en Union soviétique, a fini à une date qu'on ne connaît pas, mais on sait le résultat, par être un agent de la police espagnole, dont on est tellement sûr que c'est un agent qu'il vient rapporter à la police espagnole quand il rentre d'Urs, et que c'est le même qu'on retrouve en 1937 à Barcelone. Alors vous verrez, parce que l'article fait aussi le point sur l'assassinat de Nin par Staline, que toute une série d'ouvrages viennent de postuler, ou ont postulé depuis 20 ans, mais dont aucun n'apporte la moindre preuve archivistique. En fait, on ne sait pas ce qui est devenu Andrés Nin, mais ce qu'on sait, c'est que c'était un agent de la police espagnole avant la République, puisqu'il vient rapporter avant la République quand il rentre d'Urs. Je le dis, je sais que ça, alors là, ça fait hurler. Oh, vous savez, les archives, merci beaucoup, ça fait toujours hurler. Merci. Alors, évidemment, l'hommage à la Catalogne est tellement gênant que celui qui l'a pris en charge, et qui est d'ailleurs, montre Smith, très très lié au service secret britannique, qui s'appelle Victor Gollancz, qui passe pour un grand progressiste et qui s'avérera l'être moins qu'il n'était que ça n'était affiché. C'est tellement gênant, cette espèce de cri anti-soviétique. Vous voyez, c'est toutes les légendes qu'a d'ailleurs démenti, je dois dire, malheureusement un peu, pas de succès sur sa carrière, un jeune, enfin, quelqu'un qui, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, était un jeune historien français qui avait fait une histoire des brigades internationales. Je crois que ça ne lui a pas valu d'ailleurs de carrière, universitaire, qui a montré par exemple que tout ce qu'on avait raconté sur André Marty, l'exécutant, l'exécuteur, etc., était faux. A-t-on l'idée de démontrer des choses pareilles en France? Ça ne se fait pas, c'est très mauvais pour les carrières. Et donc, Gollancz ne veut pas de son bouquin, parce que c'est une telle déclaration anti-soviétique en 1938, alors même que, même en Angleterre, depuis 1936, il y a ce qui est présenté comme un popular front, un front populaire, si vous voulez, les milieux progressistes qui disent il faut absolument s'unir à l'Union soviétique face à la menace de guerre. Dans ces milieux,
contre lesquels Orwell se dresse férocement. Hein, il insulte toute une série de progressistes britanniques qui ont le culot de vouloir une alliance avec l'Union soviétique. Et il est d'un pacifisme. Écoutez, moi, je connais bien le pacifisme français, et notamment le pacifisme de la SFIO et de son antenne syndicale, c'est-à-dire la pire, celle qui ira entièrement à la collaboration, avec la CGT supprimée, mais des postes de remplacement sous l'occupation, c'est-à-dire la tendance syndicat de René Belin. C'est exactement le même discours, le même, hein, d'où la nécessité de disposer évidemment des sources, et notamment des sources policières sur l'évolution de tout un chacun. Donc, il se dresse tellement violemment comme journaliste, retour d'Espagne, contre les partisans du Front populaire, que, voilà, Gollancz, en 1938, refuse le bouquin. Mais il y en a un qui ne refuse pas, qui s'appelle Frederick Warburg, et qui est passé par divers éditeurs, qui fondent une maison d'édition, et qui, lui, publie en 1938 son hommage à la Catalogne, qui est devenu le livre de chevet de l'anti-stalinisme. Tout ça avec le soutien enthousiaste de l'Independent Labour Party, auquel d'ailleurs il adhère en juin 1938, de même que sa femme, etc. Voilà. Et alors tout ça donne un pacifisme, mais alors délirant. Il ne faut absolument pas s'engager dans une alliance pour faire la guerre à l'Allemagne. On n'est pas concerné. Enfin, si vous voulez, j'allais dire, c'est le Chamberlain ou le Halifax de gauche. Bien, ça nous mène à la guerre, tout ça, avec des tendances pro-axe. Alors, je vous renvoie à un petit bouquin qui a valu à son auteur les pires insultes. Cet auteur s'appelle Scott Lucas, pas traduit, hein, inutile de vous dire, qui est un bon analyste de la guerre froide, et en particulier de ce qu'il appelle la guerre contre l'Union soviétique. Il faut que vous le sachiez d'ailleurs, il n'est pas du tout pro-soviétique, hein, pas du tout. Enfin, il est historien honnête quand même. Bon, et alors il a fait une biographie en 2003 qui s'appelle Orwell. Elle est traduite, hein. Ah non, elle n'est pas traduite. Je l'ai en anglais, non, elle n'est pas du tout traduite. Bon, puis une autre, en 2004, qui est très intéressante sur l'actualité, parce que il a relancé son affaire au moment où il y avait toute une fraction du Labour qui était, vous le savez, y compris évidemment son chef et Premier ministre, qui était à fond pour la guerre contre l'Irak. Il a montré que soutenir les guerres impérialistes, c'était pas neuf. Hein. Alors, il a pris des insultes comme on peut même pas imaginer. En particulier, des turiféraires, évidemment, d'Orwell, hein, qui l'ont traité de tous les noms. Oh, alors, je ne sais pas si vous les notez, mais c'est très drôle. Il y en a un qui a expliqué, oui, voilà, Scott Lucas se croit revenu au temps de Staline. Le pauvre Scott Lucas, il n'a pas fait œuvre d'ailleurs entièrement originale, mais il a fait œuvre nette. Et puis c'est en 2003, hein. C'est avant, par exemple, le bouquin de Smith de 2013. Il a fait œuvre nette, c'est-à-dire qu'il a, sur une énorme base de publications, pas beaucoup d'archives, mais de publications, fait une sorte de compte-rendu de la prose d'Orwell, et puis évidemment expliquer quel rôle politique Orwell avait joué. En Espagne, il n'est pas critique du tout, parce que sur quoi il s'est appuyé en Espagne? Sur hommage à la Catalogne. Mais il devient plus critique à partir de 1938-1939, parce que
voilà, c'est mon dernier morceau. Il observe avec attention Orwell de la guerre ou de l'immédiate avant-guerre à la guerre froide. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pacifistes acharnés comme les nôtres, jusqu'au pacte de non-agression germano-soviétique. Alors là, il est déchaîné, évidemment. Alors il n'est plus du tout pacifiste, hein, mais enfin pacifiste, à ce moment-là, après le pacte germano-soviétique, vous savez, c'est comme chez nous, hein, après le pacte germano-soviétique, ils sont tous patriotes. Ça va durer jusqu'en 40. Oui, ça dure plus, parce que, comme vous le savez, la Grande-Bretagne ne capitule pas, elle. Donc, euh, il insulte tous ceux qui veulent maintenir l'alliance, tout ça, et puis il explique que... alors, il se met même à développer un peu les accents anti-empire. Il n'est pas question d'accepter une alliance avec la France et la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni impérialiste. Ah, voilà. Et puis donc, à partir de là, bon, il est déchaîné contre le Parti communiste, évidemment même contre Hitler, qui traite de bolchevique. Oui. Et alors, il vire vers le patriotisme britannique. Alors, il y a une période, vous savez, c'est le défenseur de la common decency, le caractère décent commun, vous voyez, qui fait un succès d'année très intéressant de la collectivisation des moyens de production. Et donc, il vire vers le patriotisme britannique, avec d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Le lion et la licorne, traduit sans doute, The Lion and the Unicorn en 1941. Bon, dans une conjoncture depuis... Ces succès sont toujours... enfin, le succès n'est pas encore assuré. Et donc, après avoir hésité des mois, comme le montre Orwell, il finit par se rallier à l'ultra. Alors là, pour le coup, à l'ultra-patriotisme, c'est le cas avec The Lion and the Unicorn. Et voilà, je vous donne un exemple, parce que il est journaliste aussi, hein, quand il n'est pas romancier, il est journaliste, il fait beaucoup de journalisme. Il explique, par exemple, le 20 décembre 1940, dans Tribune, qui est lié au parti, au Labour, j'ai décidé que j'étais patriote dans l'âme, que je ne me livrerais aucun sabotage, aucun acte contre mon camp, que je soutiendrais la guerre et que j'y combattrais. Alors, sa femme se fait... Alors, il est suivi par le MI5, hein, puisqu'il est allé à Paris, il a fricoté un peu avec les milieux de gauche, tout ça. Il est toujours suivi, mais pas beaucoup. Comme elle dit, c'est une grosse différence avec le cas d'Hobsbawm. Il a un dossier très maigrichon. C'est-à-dire qu'ils savent très bien au MI5 que bon, il est bien allé par-ci par-là voir un bureau à l'Humanité, mais qui n'est pas communiste, qui n'a aucun lien avec le Parti communiste et qu'il n'est pas dangereux. C'est ce qui permet de faire embaucher avec l'aval du MI5 sa femme Eileen, qui est embauchée dès 1940 au département de la censure du ministère de l'Information. Vous imaginez les vertus subversives qu'on lui prête. Et lui-même, à l'automne 1941, signe un contrat avec la BBC. On a toujours les rapports du MI5. La BBC, je pense que vous le savez, c'est même pas la peine de regarder une série sur la BBC. Je pense à une série britannique, là, récente, enfin, comment ça s'appelle comment ça s'appelle le nom d'un chien? Une série qui montre le rôle de la BBC au moment de la crise de Suez. Et vous voyez le représentant du Premier ministre qui est là en permanence, hein. Bon, la BBC, c'est l'ORTF chez nous, hein. Bon.
Et donc, elle est embauchée avec l'aval du MI5. Inutile de elle est embauchée avec l'aval du MI5. Inutile de vous dire que lui est embauché avec l'aval du MI5. Et un dossier du MI5 tout petit, tout petit. Alors, pour ceux qui lisent l'anglais, je recommande très vivement un examen comparatif avec le malheureux Hobsbawm. Hobsbawm est un juif allemand, chassé avec sa famille, chassé évidemment par... non, enfin chassé tout seul, ses parents le font partir pour Londres en 1933. Vous savez qu'il fait des études brillantes, qu'il endosse l'uniforme, ce jeune homme, que ça ne lui vaudra... alors lui, il a un dossier au MI5 énorme et qui n'a jamais cessé. Je peux vous dire que il était devenu marxiste, un peu tendance Groucho-Marx à partir de 1936, ce qui n'enlève rien à la qualité historique de ce grand historien, je dirais, des réalités socio-économiques larges qu'a été Hobsbawm, hein, qui a été un grand historien. Mais bon, il a été militant communiste entre sa phase, était tout jeune, entre sa phase allemande et les années 30. Après, il n'a plus été militant du tout. Bon, mais ceci étant, c'est un progressiste. Hein. Il a un dossier gigantesque qu'il a bloqué dans sa carrière pour je ne sais combien de temps et qui, évidemment, fait contraste avec le dossier Rikiki d'Orwell, sachant que, je répète, ayant endossé l'uniforme, il a été refusé en 1945 pour une simple fonction qu'on pouvait s'attendre à voir agréée, c'est-à-dire d'aide aux jeunes soldats en démobilisation, vous voyez, d'aide culturelle, jamais, jamais. Et qui est-ce qui a analysé ça? Francis Saunders. Alors vous cherchez, où est-ce que je l'ai mis? Ça s'appelle, si on traduisait, ça s'appellerait coller sur le papier à mouche. Stuck on the fly paper. Parce que, bon, ce dossier énorme l'a accompagné toute sa vie, évidemment l'a gêné. Bon, lui, il n'a pas eu le droit à la BBC, il a eu le droit à rien. Orwell, non. Et alors, avec des... Alors, c'est même délicat. Il devient encore plus anti-Labour pendant la guerre à partir de juin 1941, parce que vous savez qu'à partir de juin 1941, officiellement, l'Union soviétique est l'allié de la Grande-Bretagne, officiellement. Hein, mais officiellement seulement. C'est-à-dire que, officiellement aussi, le Labour, il est très pro-soviétique, hein, jusqu'en 1945. Mais alors pas Orwell. Hein. Mais alors pas Orwell, parce que Orwell, qui a été particulièrement déchaîné avant juin 1941, il a été un des contributeurs essentiels d'un ouvrage qui paraît en 1941 chez Gollancz, dont j'ai parlé des relations très étendues avec les services, chez Gollancz, qui publie un bouquin qui s'appelle The Betrayal of the Left, la trahison de la gauche. Et la gauche, c'est le Parti communiste qui a trahi affreusement la gauche, voilà, par son pacifisme, son sens de la trahison et patati patata. Et ça paraît en 1941. Voilà, pour une étude de la Russie entre 1939 et mars 40. Mars 41, pardon. Mars 41, voilà. Bien, alors, il n'est pas en phase avec le Labour parce qu'il continue à tonner sur l'Union soviétique. Hein. Il est embauché, vous ai-je dit, donc pour faire la formation culturelle en Inde, voilà, tout ça sous le contrôle des services. Et puis... il démissionne, donc il est embauché en 1941, il démissionne en 1943, septembre 1943,
où il est embauché par quelqu'un qu'on considère comme le révolutionnaire du parti travailliste. C'est très, très, très excessif, Adoniram Bevan, qui finira d'ailleurs par être ministre de la Santé. Aujourd'hui, vous avez une légende selon laquelle, oui, il a fait une vraie sécurité sociale qui a été détruite. Alors, le peu qu'il y avait, effectivement, a été très détruit. Mais Bevan, donc, si vous voulez, c'est un peu la tendance gauchiste du Labour, lui propose une tribune régulière dans le journal The Tribune. Alors, il y a une tribune qui s'appelle As I Please, voilà, comme j'ai envie. Hein. Il bavarde sur tout. Alors, quand il bavarde sur l'Union soviétique, c'est tout à fait significatif. Au moment, je le répète, où l'Union soviétique, quand même, voilà, vous avez aux États-Unis, en Angleterre, quand même des hommages rendus à Uncle Joe, avec ses dizaines de millions de morts, qui est quand même bien utile, pour imposer à un moment le respect aux exigences excessives de l'impérialisme allemand. Et donc, depuis 1940, il est en contact très régulier avec l'ancien communiste Köstler, dont Smith dresse un portrait très préoccupant sur la base des archives de MI5 dans son ouvrage sur les écrivains britanniques. Parce que, en fait, on y comprend, je ne sais pas si vous connaissez le périple de Köstler, qui est considéré comme un grand militant de la Troisième Internationale. En fait, il a rompu avec la Troisième Internationale dès le début des années 30. Officiellement, il quitte le Parti communiste en 1938, mais officieusement, ça fait belle lurette qu'il ne l'est pas, puisqu'on a ses entretiens avec le MI5. Et il dit, mais non, j'étais en désaccord depuis les années 30, etc., etc. Et donc, ils se voient beaucoup à partir de 1940. Même ils deviennent de grands amis. C'est même comme ça qu'il connaît la petite Celia Kerwan, qui en plus était par une beauté extraordinaire. Il la connaît, il la voit à Noël 45, tout ça, voilà. Et puis, il est très lié au milieu dit anti-stalinien américain, c'est-à-dire à tout ce qui va faire la structure anticommuniste de l'American Federation of Labour et qui va nous fabriquer toutes les scissions et tous les troubles du mouvement ouvrier international à partir du congrès de 1944, du congrès de l'AFL, c'est-à-dire tous les anciens communistes des années 20 qui ont rompu avec le communisme dans les années 20 au motif de l'abominable Staline, vous voyez, tout ce qui bascule vers le trotskisme, à partir je dirais, de la victoire politique de Staline sur Trotsky. Et donc, il est en contact épistolaire avec des Américains à partir de 1943, tous Américains qui sont entièrement liés à l'OSS, fabriqué en 1941, et dans lequel s'engage une partie très importante de l'appareil de l'American Federation of Labour, autour de Love Stone, ancien dirigeant fugace communiste américain, et de l'ineffable Irving Brown, hein, puisque c'est la même équipe. Et donc, il est en contact avec eux, Orwell, au moins depuis 1943, puisque les unis, il est en contact aussi, et ça c'est la trace évidemment de son lien, enfin du lien avec les services, il est en contact avec une institution dont j'ai parlé dans les origines du plan Marshall, c'est-à-dire une institution créée, l'International Rescue Committee, le comité de sauvetage international, qui est une institution fondée par les services américains
en particulier font appuyer sur l'ensemble de l'appareil de l'AFL et qui se font donc à partir de la fin des années 30, qui est destiné, des années 30, pardon, qui est destiné à sauver les militants persécutés anticommunistes. C'est comme ça que se fabriquera le lien pré-guerre et guerre entre les socialistes, le SPD, la partie SPD, par exemple Willy Brandt, la partie SPD considérée comme digne d'être sauvée. Aucun persécuté communiste ne doit être dans le lot. Hein. Et on a, avec un historien américain qui s'appelle Eric Chester, pas traduit, vous trouverez les références de Chester dans mon ouvrage Aux origines du plan Marshall, puisque j'y explique que je m'en sers et que vraiment il mérite lecture pour sa présentation du futur appareil international de l'AFL si efficace à partir de 1944. Et donc, il est en rapport avec l'IRC, ce qui veut dire qu'il est en rapport avec les services américains. Il n'y a pas d'autre hypothèse, puisque cette institution de l'OSS deviendra une institution de la CIA et qui aura un de ses plus grands moments dans la lutte contre la libération nationale du peuple vietnamien, puisque Eric Chester décrit cette phase aussi de l'histoire de l'IRC. Bien, ça fait des liens très étroits avec les milieux anticommunistes de gauche, des États-Unis déjà, avant la guerre. Et il est tellement obsédé par la haine anti-soviétique qu'il se vante en février 1944 d'avoir préparé un manuscrit dont il dit que ce sera une grande œuvre politique qui réussira même le prodige d'affirmer à la fois son rôle littéraire et son rôle politique. C'est La ferme des animaux, Animal Farm. Il montre ça à Gollancz, qui est à peu près aussi anti-soviétique que lui, mais aussi prudent qu'en 1938. C'est-à-dire que Gollancz, il trouve que c'est gros quand même. Hein. Ouais, on est quand même en 1945. C'est délicat. La guerre froide est lancée, mais si tant est qu'elle ait été lancée en 1945, mais ça ne se dit pas encore. Donc Gollancz décline, plusieurs autres éditeurs déclinent, et bien entendu, vous imaginez, Warburg ne décline pas. Et ça va être la publication de La ferme des animaux. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup d'auteurs, dont d'ailleurs Scott Lucas, qui disent que finalement, pour lui, les bolcheviks sont des porcs. Et même le peuple est constitué de porcs imbéciles. Voilà, hein, puisqu'il se fait manipuler par ces voyous. Voilà, on a déjà le dispositif. Voilà, donc ça sort en août 1945. C'est vraiment un brûlot anti-soviétique. Et puis vient la suite, c'est-à-dire le déploiement de cette carrière anti-soviétique qui va le conduire d'abord à la publication de 1984, alors qu'il est très malade, hein, il est en phase terminale de tuberculose et même hospitalisé à partir de 49. C'est là que Celia Kirwan vient le voir, là, parce qu'il est dans un dispensaire, enfin dans un hôpital, voilà, et qu'il prépare ce qui va être publié toujours chez Sacker et Warburg. Il prépare 1984,
dont le modèle a été fourni par un transfuge soviétique, un russe qui s'appelle Eugène Zamyatin, et qui est un opposant de Staline, qui a demandé d'ailleurs, qui est mort qui est mort à Paris au début des années 30, et qui a demandé, qui à partir de 1922 a publié des ouvrages tellement ouvertement hostiles au régime que évidemment il a subi la censure qui a été le lot des intellectuels actifs qui faisaient passer leurs œuvres à l'Occident pour dénoncer le bolchevisme, et qui a émigré avec même l'autorisation de Staline, que le compréhensif Gorky l'a aidé à obtenir. Donc en fait, 1984, c'est une sorte d'imitation d'un ouvrage qui a été traduit en anglais par nous autres en français, que vous pouvez aller regarder, puisque voilà, c'est l'ouvrage fondateur. Bien, alors là, le succès qui avait été mitigé jusque-là, même avec les animaux de la ferme, hein, alors vous me direz, on serait bien content d'avoir 4500 exemplaires vendus, voilà, quand on fait l'objet du silence de la grande presse. Bon, mais il n'a jamais eu un succès extraordinaire. Hein. Le succès d'Orwell, c'est un succès, je dirais, presque posthume. Et donc, là, c'est publié en 1949. Alors, l'atmosphère est propice. C'est publié en un an, 50 000 exemplaires au Royaume-Uni, 190 000 via un club de lecture, 170 000 aux États-Unis. Et voilà, il est lancé. Et sa veuve, parce que sa femme est morte, mais il en a réépousé une autre, juste avant de mourir. En octobre 49, il est mort en janvier 50. Mais la dame, ce qui évidemment n'est plus notre affaire, la dame, elle, a trouvé un filon très intéressant parce que le MI5 et même le MI6 et les services américains trouvent évidemment que la ferme des animaux et 1984 méritent une diffusion gigantesque à travers le monde, occidental et pas occidental d'ailleurs, parce que ça peut faire des samizdates dans le monde pas occidental, et la veuve vend les droits. Ça fait un film, il y a un film, des dessins animés, des bandes dessinées, parce que pour convaincre l'Empire, vous savez, l'Empire qui a beaucoup de chance, mais qui est quand même très analphabète. On ne peut pas diffuser les œuvres d'Orwell, mais on peut diffuser des films ou des bandes dessinées. Et voilà comment, sous l'égide des services britanniques particulièrement actifs, des services américains, c'est la CIA qui prend en charge les droits du film. Je ne sais pas combien elle les a vendus, c'est peut-être quelque chose qui m'a échappé. Et donc, des films sortent dans les années 1950, voilà, qui nous tissent une sorte de symbole de ce qu'est devenu Orwell. Et je ne peux que vous inciter à cet égard à lire les historiens qui ont éclairé Orwell avec moins d'admiration que Thierry Discepolo, et qui montrent pourquoi c'est un auteur dont on ne renonce pas à vanter les mérites. D'autant plus que au début, c'est vrai dans les années 80-90, mais au début des années 2000, le triomphe de la thèse
de l'abomination soviétique est telle que ça fait des tirages assurés, des éditions, des rééditions, dont la frénésie éditoriale de Thierry Disquepolo donne une idée précise. Bon, j'ai été un peu longue, hein, vous m'excuserez, mais bon, voilà, j'ai terminé.